Bonsoir, nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Jean-Marc Olivez. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Vous êtes donc le conservateur en chef du Musée national de la Maison Bonaparte et on va parler de cette exposition qui a démarré donc le 7 avril. Cette exposition relative aux notables du Second Empire et qui se déroulera jusqu'au 9 juillet donc à la Maison Bonaparte à Ajaccio. On souligne qu'il y a une visite guidée qui va être organisée tous les jeudis à partir de 14h30 et que, évidemment, la maison est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Voilà, on a donné tous les éléments pour pouvoir ne pas manquer cette exposition. Alors, une exposition qui a la particularité de donner à voir finalement des pièces originales qui n'ont jamais été vues, puisqu'elles sont issues en majorité de collections privées. Oui, vous savez, quand on avait fait il y a 5 ans cette exposition consacrée aux visites à Ajaccio de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, on avait entrevu les très beaux objets qu'il y avait chez les particuliers. Et puis, dans le même temps, on s'était dit, le sujet est magnifique. Il n'y a pas que le voyage officiel des souverains. Il y a aussi tous ces Corses qui étaient auprès de l'empereur et qui ont joué un grand rôle. Et puis, on voit aussi que c'est un moment où la Corse s'est énormément enrichie. Et on a eu envie de montrer tout ça. Et puis aussi en Corse, on dit très souvent, c'est vrai, Napoléon III a fait beaucoup pour la Corse, mais qu'est-ce qu'il a fait? On s'est dit, on va montrer, ce sera l'occasion, cette expo, de montrer tout ce que Napoléon III a fait pour la Corse et comment il a fait ça, aidé par des Corses. Finalement, cette exposition, elle est née de la précédente, enfin, c'était pas la précédente, c'était il y a 2-3 ans, non, c'est ça? Même plus, même 5 ans, je crois. Le temps passe vite. De cette exposition, justement, sur ces demeures de la famille, non, de ces visites impériales, pardon, elle est née véritablement de cette matière que vous avez pu justement acquérir en construisant l'exposition sur ces visites impériales sous le Second Empire. Alors c'est vrai que quand on fait une expo, l'expo c'est la face visible de l'iceberg. On récolte beaucoup plus que ce qu'on met dans l'expo. Parce qu'il faut faire le tri, après il faut être synthétique, après on se dit ça c'est intéressant, mais si on parle de ça, les gens vont pas suivre le fil. Donc une expo, on recueille toujours beaucoup plus. Et quand on avait fait les visites impériales, effectivement, on s'était rendu compte qu'il y avait à côté aussi des choses intéressantes, et c'était pas des choses secondaires, puisqu'il s'agissait du rôle qu'avait eu Napoléon III pour la Corse, notamment. Qui sont finalement ces notables corses ? Ces notables justement que vous avez choisi de mettre en lumière dans cette exposition? Alors, c'est marrant parce que quelque part, on les connaît tous et quelque part, maintenant ils sont peut-être un peu rentrés dans l'oubli. Quand on dit les Abatucci, pour les gens de Tsigavo, bien sûr, ça parle beaucoup, et puis pour les Ajacciens, parce qu'il y a la statue d'un Abatucci sur la place Abatucci. Les Conti. Alors, il y a la rue Étienne Comte, il y a la rue Forcioli-Comte, il y a la rue Pogliese-Comte. Donc, on se doute que c'est quelqu'un d'important. Après, vous avez Franceschini Pietri, qui est peut-être moins connu à Ajaccio, mais auquel le musée Fesch a rendu hommage avec une jolie exposition. Qui est revenu, voilà, un petit peu dans la lumière ces dernières années. Voilà. C'est ça. Et puis, on voit vraiment le rôle qu'il a eu auprès de Napoléon III, puis du prince impérial, puis de l'impératrice Eugénie. Et puis après, alors il faut dire aussi que pour cette exposition, on devait la faire ensemble avec le musée de Bastia. Et puis le musée de Bastia a eu sa programmation. Il a dû l'organiser à un moment donné. Il ne pouvait pas la faire en même temps que nous. C'est pour ça aussi que dans cette expo, on a fait beaucoup le sud de la Corse. Le nord, les Piccioni, les Gavini, tous ces personnages-là, on les a laissés pour que le musée, on les a évoqués dans le catalogue. Ils sont évoqués un peu dans l'exposition, mais on les a laissés pour que le musée de Bastia puisse faire son expo sur le Second Empire autour de Bastia. En revanche, on a annexé le baron Mariani parce qu'il était à Corté, donc c'était à mi-chemin, et on a annexé le baron Mariani. C'était la frontière, voilà. À la frontière. Donc justement, qu'est-ce que cette exposition finalement nous dit sur le train de vie de ces notables corses? Du luxe, pas véritablement. Oui. Alors, il y a trois choses qui sont fondamentales quand on parle de ces notables. La première chose, c'est qu'ils ont un lien avec les Bonaparte. Comme l'a dit un des historiens qui a travaillé avec nous sur l'expo, ils ont un lien avec les Bonaparte. C'est-à-dire que soit ce sont carrément des parents des Bonaparte, comme les Arrighi de Casanova, duc de Padoue, qui sont parents avec Laetitia, la mère de Napoléon, soit ils ont été très proches, il y a des moments difficiles, comme le jeune docteur Conneau, qui n'est pas corse, mais qui va être très proche des Bonaparte à Rome, et qui va se marier à une Pasqualini de la Porte, et après être élu de la Corse et s'engager profondément pour les intérêts de la Corse. Mais il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien entre la Corse et les Bonaparte.
Et puis, l'autre chose, c'est la fidélité. Ce sont tous des représentants de famille qui soient toutes proches des Bonaparte, parfois parents, parfois non. Mais ils ont toujours été fidèles aux Bonaparte et Napoléon III sait qu'il peut compter sur eux. Merci beaucoup Jean-Marc Olivez et on se retrouve demain en votre compagnie pour continuer à évoquer cette exposition notable du Second Empire à la Maison Bonaparte à Ajaccio. À demain, merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour notre seconde émission de la semaine en compagnie de Jean-Marc Olivez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur en chef du Musée national de la Maison Bonaparte et vous venez nous parler évidemment de cette exposition notable du Second Empire qui aura lieu donc jusqu'au 9 juillet à la Maison Bonaparte à Ajaccio. On l'a dit avec une visite guidée le jeudi à partir de 14h30. Alors, on a parlé un petit peu donc de ces notables, de ce train de vie. Donc un train de vie, on l'a dit, luxueux. Oui, et surprenant pour la Corse de l'époque. Alors c'est parce que ces gens vivent entre Paris et la Corse. Et lorsqu'ils sont à Paris, ils ont des dignités, des statuts, des postes extrêmement élevés. Ils sont chambellans à la cour impériale, Baccio qui est à la fois chambellan de l'empereur et surintendant des théâtres de l'Empire, ils sont ministres, ils sont sénateurs, et certains de ces postes, même par exemple Madame de Sancy de Parabère, qui est dame d'honneur de l'impératrice, et dont la grand-mère est une Benielli d'Ajaccio, et c'est comme ça qu'elle a eu le job de dame d'honneur de l'impératrice, elle a un revenu de 12 000 francs par an. À l'époque, c'est monstrueux. Ce sont des chiffres très très élevés. Donc c'est avec cet argent, et puis les gratifications qu'ils ont lorsqu'ils réussissent, par exemple l'ambassadeur de Benedetti, ou quand ils réussissent une négociation importante, en plus ils ont des gratifications, ils vont avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont de belles résidences à Paris, qu'ils font reconstruire ou aménager des résidences en Corse, et aussi dont on voit leurs voyages, les vêtements, la vaisselle. Je pense qu'ils introduisent un art de vivre extrêmement raffiné dans la Corse de l'époque. Et on le voit bien, sous le Premier Empire, la Corse s'enrichit, mais pas tant que ça. C'est vraiment sous le Second Empire, et pas seulement dans ces familles-là, même dans la Corse en général. Le Second Empire, on l'a oublié, mais c'est quand même l'époque où on crée les grandes banques, où la France ouvre ses frontières pour le commerce, et c'est une période d'énorme enrichissement. Et la Corse aussi va s'enrichir. Justement, quels sont aujourd'hui les vestiges finalement de cette empreinte qu'ont laissée en Corse, ces notables? Alors, ce sont par exemple des collections de beaux objets, d'objets d'art qui sont encore dans ces familles. Bon, bien sûr, ce sont des demeures privées, donc on ne peut pas y avoir accès facilement. Mais même si les bâtiments qu'ils habitent sont austères à l'extérieur, à l'intérieur, les décors sont extrêmement raffinés, extrêmement luxueux. Et puis, il y en a certains dont on voit encore. C'est par exemple le château Mariani à côté de Corté, qui est une très belle demeure de maître, même si elle est très simple. C'est un grand cube, c'est un bâtiment simple mais très, très élaboré au milieu d'un parc magnifique. Ou alors aussi à Bastia, quand on voit, c'est à cette époque-là que l'on voit, alors ce ne sont pas des dignitaires de la cour impériale, mais c'est par exemple quelqu'un qui s'est enrichi grâce à Napoléon III. C'est le comte Valéry, l'armateur, qui se fait construire un somptueux palais, malheureusement démoli, sur le boulevard Pablo à Bastia. Donc on voit ces enrichissements, on voit ces très beaux meubles, on voit ces décors, et on voit cette richesse à travers tous ces aspects. Est-ce qu'ils ont aussi souhaité finalement jouer le rôle de mécène en Corse, aider au développement peut-être de certains secteurs? Est-ce que c'est aussi une volonté qu'ils ont eue? Alors c'est pas vraiment du mécénat, encore que par exemple, ils se sont investis. Par exemple, c'est vrai que dans les demeures, j'oubliais le château du comte Baccio, qui est le château Baccio, et ils se sont investis. Mais plus que du mécénat, c'est travailler pour la Corse. Je prends deux exemples. C'est par exemple le comte de Casabianca qui va suivre tout le code rural au Sénat. Il va assister à toutes les séances du code rural, et notamment en pensant toujours à la Corse. Et c'est Séverin Abatucci, par exemple aussi, qui va faire une étude sur l'état de la situation de l'agriculture en Corse, et il va proposer des solutions. Donc ce n'est pas du mécénat, mais c'est une attention pour le développement économique de la Corse. Conneau, par exemple, dont je disais qu'il n'est pas corse, mais il va se marier à une Corse, il est très proche de Napoléon III, son fils va être le meilleur ami du prince impérial, lui, il va commencer à réfléchir au train.
au chemin de fer en Corse. Alors ça ne va pas être réalisé avant la fin du Second Empire, mais c'est lui qui avait déjà mis tout en place. Il y a donc une volonté finalement de ne pas laisser tomber la Corse et les Corses, même si ces notables ont une position à Paris, on peut dire qu'ils ont réussi, donc qu'ils sont implantés justement dans la capitale, ils ont quand même cette volonté justement de garder cette attache avec la Corse. Ah oui, très forte. Et d'avoir des influences, j'imagine, politiques sur place. Aussi. Par exemple, Séverin Abatucci, vous avez raison de souligner cet aspect-là. Séverin Abatucci, il est maire de Tsigavo, il est président du conseil général. Pietri, le préfet Pietri, si je me souviens bien, est aussi président du conseil général à un moment donné. Ils sont souvent députés de la Corse. Ils sont très implantés en Corse. Et très souvent, une bonne partie de leur famille y vit. Leurs frères, leurs sœurs, leurs neveux et parfois même leurs enfants vivent en Corse. Donc ils n'ont pas abandonné la Corse. Ils sont très très attachés à la Corse. Merci beaucoup Jean-Marc Olivesi. On se retrouve demain en votre compagnie pour continuer à évoquer cette exposition notable du Second Empire à la Maison Bonaparte à Ajaccio. Merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc Olivesi. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Donc vous êtes conservateur en chef du Musée national de la Maison Bonaparte. On évoque cette exposition notable du Second Empire qui aura lieu donc jusqu'au 9 juillet à la Maison Bonaparte tous les jours sauf le lundi avec une visite guidée à 14h30 le jeudi. On a parlé un petit peu finalement de la position de ces notables, leur position aussi en Corse, mais évidemment à Paris. Comment vous avez travaillé justement pour constituer cette exposition? On a vu c'est beaucoup de collections privées. Quelle a été votre démarche pour pouvoir justement, si on peut dire, amener ces fonds à la Maison Bonaparte? Alors quand on fait une expo, il y a deux démarches qui se font en même temps, de manière presque dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, on réfléchit au contenu intellectuel, scientifique, historique de l'expo, et de l'autre, comme on est un musée, on n'est pas un labo du CNRS, on n'est pas un cours à la fac, on doit montrer des objets. Notre rôle, c'est la culture matérielle. Donc on essaye d'avancer les deux en même temps. Et si ça marche bien, des fois ça marche bien, des fois ça marche même bien, là ça a bien marché. Si ça marche bien, d'un côté, vous trouvez des objets qui vous font réfléchir, vous demandez aux chercheurs qui travaillent avec vous d'essayer de comprendre ce que signifient ces objets, quel sens ils portent. Et de l'autre côté, vous essayez de réfléchir sur au niveau scientifique, qu'est-ce qu'on sait de cette société. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, que ce soit au niveau parisien ou même en Corse, on est en train de redécouvrir le Second Empire. À Paris, on a travaillé avec les meilleurs, avec Xavier Mauduit, avec Chauffa, avec Anso, avec Catherine Granger, avec Emmanuel Papot. Donc on a travaillé avec les chercheurs qui sont en train de complètement reconsidérer le Second Empire et qui ont fait de beaux articles dans notre catalogue. Et en Corse, on a travaillé avec Jeanne Guérard, et on a travaillé avec Audrey Giuliani, qui porte un regard très innovant sur l'architecture en Corse au 19e. On a travaillé avec un Italien qui intervient souvent à la fac de Corte, qui travaille beaucoup sur les questions économiques, et Marco Cini aussi, qui a donné un regard vraiment novateur sur l'économie en Corse sous le Second Empire. Et donc on a avancé des deux côtés en même temps, c'est-à-dire le côté scientifique d'un côté, le côté de la recherche des objets de l'autre. Et puis alors c'est dessiné avec les chercheurs, cette Corse qui s'enrichit, qui atteint un haut niveau de développement. Par exemple, sous le Second Empire, les villes corses doublent de population. Il faut se dire que la Corse n'avait jamais eu autant de prospérité, de paix qu'à cette époque-là. Donc elle s'enrichit énormément. Elle a eu ce XVIIIe siècle qui est notre siècle d'or avec la réflexion politique, la création d'un État souverain avec Pascal Paoli. On a eu après Napoléon qui a porté l'image de la Corse partout dans le monde. Mais sous le Second Empire, on est un peu les héritiers de tout ça. Et c'est un moment où économiquement, en matière industrielle, en matière agricole, la Corse va énormément s'enrichir. Et les chercheurs nous ont conduits à cette réflexion-là, nous ont montré les modes de cet enrichissement et les objets qu'on a présentés, qu'on a recueillis chez les familles descendantes de tous ces hauts personnages, montraient bien cette richesse, ce raffinement. Alors on voit des objets qui sont achetés à Londres, par exemple, des objets, des trousses de toilette pour un officier, ça s'achète à Londres parce que les meilleurs étaient à Londres. C'est des objets très luxueux achetés chez Brahma, par exemple. Il y a des écritoires en marqueterie, il y a des meubles, il y a de la céramique, de la porcelaine de Sèvres, il y a
des couteaux, des cuillères à dessert en vermeil, c'est-à-dire en argent recouvert d'or. Il y a de très jolies miniatures, il y a des hauts de forme, il y a des lampes. Et tout ça, on a voulu le montrer dans l'exposition. Et finalement, on se pose la question suivante, pourquoi cette méconnaissance du Second Empire, si on peut la qualifier finalement d'âge d'or de cette Corse d'après Napoléon? Comment aujourd'hui cette image nous est-elle finalement si peu parvenue? Alors, plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est vrai qu'en Corse, quand même, les Corses, ils le disent. Ils disent Napoléon III a été très attentif à la Corse. Ça, je crois qu'on le dit tous. En général, ils disent plus que Napoléon Ier aussi. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde, qu'on en est conscient. Hein. Après, il y a le... Mais là, c'est même au niveau, comment dire, parisien aussi. Hein. Après, il y a le fait que quand le Second Empire est tombé devant les Prussiens en 1870, il y a il a fallu démolir le Second Empire. Pour faire monter la République, il fallait démolir le Second Empire. Et là, tout le monde s'y est mis. Hein, et c'était un enjeu politique. Maintenant, on est loin de tout ça. Donc maintenant, il n'y a que la science qui nous permet d'examiner ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on a tout fait pour le casser et dire que c'était pas bien, que c'était un régime quasi dictatorial. Bon. Et puis, il y en a eu un qui a rajouté beaucoup à ça, c'est Victor Hugo. Bien sûr. Hein, Victor Hugo, et Napoléon Émile Zola le Petit. aussi, hein, dans sa peinture de la société alors du Second qu'on sait Empire. qu'il aurait rêvé d'être ministre de l'instruction publique de Napoléon III. Mais bon... Sic transit Gloria Mundi. Et donc, il y a cet aspect-là qui a beaucoup, beaucoup joué. Merci beaucoup, Jean-Marc Olivesi. On se retrouve demain, justement, pour continuer à évoquer cette exposition notable du Second Empire à la Maison Bonaparte à Ajaccio jusqu'au 9 juillet. À demain, merci. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Jean-Marc Olivesi. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Vous êtes conservateur en chef du Musée national de la Maison Bonaparte et vous venez nous évoquer cette exposition notable du Second Empire. Évidemment, je rappelle que l'ensemble des émissions relatives à cette exposition disponibles sur le www.alta-frequenza.corsica. Une exposition qui est ouverte donc tous les jours à la Maison Bonaparte, sauf le lundi, avec une visite guidée le jeudi à partir de 14h30 et il faut se dépêcher, on n'a jusqu'au 9 juillet. Bon, allez, ça laisse un petit peu de marge quand même. On va parler de cette chute des notables à la suite, donc le Second Empire chute. Que se passe-t-il pour ces notables? Alors, certains vont... Bon, ils ont quand même des fortunes qui sont acquises, ils ont des situations qui sont acquises, mais la République ne va pas être très sympa avec eux. Alors d'abord, ils vont montrer leur loyauté. Et dans l'expo, on présente une petite gravure qui représente les députés qui n'ont pas voté la déchéance de l'Empire lorsque le Parlement s'est retiré à Bordeaux. Et sur 8 députés, il y en a 5 qui sont corses. On voit que les Corses sont fidèles. Hein. Et donc, bien sûr, ils ne seront plus ministres, ils ne seront plus sénateurs, ils ne seront plus chambellans, puisqu'il n'y a plus de cour impériale, tout simplement. Il y a une traversée du désert, si on peut dire, finalement, pour eux. Mais pas seulement que pour eux, il y a aussi le fait qu'il y a un racisme anti-corse qui apparaît à la chute du Second Empire, qui va être monstrueux. Hein, on est surpris parce que c'est quand même des gens intéressants qui sont au pouvoir à Paris à ce moment-là, et on est surpris de voir combien ce manque d'égard pour les Corses va être fort. Et en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on compte, c'est Xavier Mauduit, c'est Thierry Chauffat qui font le compte dans le catalogue de l'exposition, il n'y en avait pas tant que ça des Corses. Il y en avait. C'était peut-être aussi la première fois qu'on en avait vu autant, mais ils n'étaient pas non plus si nombreux que ça. Napoléon III n'avait pas rempli tout le gouvernement, tout le Sénat et toute la cour impériale de Corse. Mais ils étaient très visibles. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a finalement une mise à l'index qui survient justement à la chute de l'Empire, cette volonté peut-être finalement de trouver des boucs émissaires et du coup les Corses sont ce bouc émissaire. Oui, c'est-à-dire que l'image de Napoléon III, c'est une espèce de sangsue qui est tombé sur la France et qui lui a pris toutes ses forces. Alors qu'en fait, on peut penser qu'il lui avait donné beaucoup de vigueur. Hein. La France est un pays qui rayonne au niveau international, qui s'enrichit énormément. C'est le moment où se déploie le commerce international. On redevient ami avec l'Angleterre. Enfin, il y a beaucoup de choses positives à ce moment-là. On les oublie toutes.
On les oublie toutes pour ne retenir que ce qu'on appelle la fête impériale, c'est-à-dire des gens un peu, aujourd'hui on dirait bling-bling. Mais il n'y avait pas que ça sous le Second Empire. Hein. D'où aussi peut-être cet appauvrissement de la Corse sous la Troisième République. On le sait, hein, le déclin survient justement sous cette Troisième République. Est-ce que c'est lié à un désintérêt tout d'abord de l'État, bien évidemment, envers la Corse, une sorte peut-être de punition expiatoire aussi, inconsciente ou consciente, je ne sais pas. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que la situation économique était très concurrentielle à cette époque-là. Oui. Et Napoléon III donnait des coups de pouce aux Corses. Par exemple, les fonderies corses, celle de Tog à Bastia, par exemple, servaient à faire les rails. Hein, et fournissaient donc le chemin de fer qui se développait énormément. Donc, il y avait un débouché évident pour le fer corse. Après la chute du Second Empire, tous ces petits coups de pouce-là n'existent plus. Alors, je n'oserais pas dire qu'on nous a mis, comment dire, à l'index, mais c'est sûr que ces petits coups de pouce-là n'ont plus existé. Et donc pour la Corse, qui l'économie de cette époque-là, de la fin du 19e, est très concurrentielle, ça va être très très difficile. La fin d'un âge d'or finalement, parce que est-ce que même ces notables qui vont perdre leur position aussi, vont connaître aussi peut-être progressivement justement un appauvrissement aussi? Alors ils n'auront plus ces situations aussi importantes, mais ils vont rester importants en Corse quand même. Hein, par exemple, je prends François-Xavier Forcholi-Comte, il est maire d'Ajaccio en 1898 par exemple. Hein. Donc on voit qu'ils sont encore présents et comment dire, ils ont un tel poids qu'ils sont présents dans l'histoire de la Corse, mais ils n'ont plus le poids qu'ils avaient à Paris auparavant. Juste peut-être aussi un investissement politique important finalement en Corse qui va créer ce qu'on appellera plus tard aussi les clans justement. Oui. Oui, oui. C'est à ce moment-là que naissent l'habitude d'avoir ces grandes familles qui sont un peu le lien entre Paris et la Corse. Et c'est à ce moment-là que ça se crée, cette sorte de ligne directe sur Paris avec c'est sous le Second Empire que ça apparaît réellement, oui. Le début de la politique, comme on dit. Oui, mais même de la politique à un haut niveau aussi, hein. Merci beaucoup Jean-Marc Olivez. Et puis on rappelle évidemment que cette exposition a lieu jusqu'au 9 juillet à la Maison Bonaparte à Ajaccio, donc notable du Second Empire, tous les jours sauf le lundi avec une visite guidée tous les jeudis à partir de 14h30. Merci.